Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire Bonjour. organisé donc par les coordinateurs des Alliances françaises, donc États-Unis, Canada et Caraïbes. On voyage un petit peu tout de même aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui avec grand plaisir donc Marie-Noëlle Coqueton. Et je remercie donc les éditions Didier Français Langue étrangère avec qui nous organisons ce webinaire, donc qui s'inscrit dans le cycle de notre formation continue des enseignants de français. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la collaboration en ligne. Qu'est-ce que la coopération? Quelle mise en œuvre en classe de langue, en présentiel et à distance. Donc, je présente rapidement notre intervenante aujourd'hui. Donc, Marie-Noëlle Coqueton est enseignante-chercheuse à l'Université catholique de l'Ouest à Angers depuis 20 ans. Elle enseigne le français aux étudiants étrangers du Centre international d'études françaises, le CIDEF. Elle a été directrice pédagogique du CIDEF, responsable pédagogique du Master FLE pendant 5 ans, et elle est aujourd'hui responsable pédagogique du DU Outils et pratiques pédagogiques du FLE à destination des enseignants ou futurs enseignants de FLE. Moi, je la connais surtout dans le cadre de son deuxième métier, qui est d'être auteur d'ouvrages de FLE aux éditions Didier, et elle coordonne aujourd'hui la collection Atelier. Marie-Noëlle, le plateau est à toi. Merci Marguerite pour cette élogieuse présentation. Et merci pour la musique de jazz pour démarrer aussi. Ça me donne envie d'aller prendre un apéro. Bon, l'avantage, comme il est 20 heures en France, c'est qu'à cette heure-là, mes enfants vont faire la cuisine, ce qui fait que voilà, j'ai un avantage ce soir. Je suis avec vous et donc j'ai une bonne excuse pour ne pas cuisiner. Donc, je vous en remercie. Donc, évidemment, vous pouvez deviner ce qu'on va manger. Ce sont des crêpes, voilà, assez classiques. Eh bien, merci à tout le monde d'être présent et puis merci Marguerite et Martin pour cette invitation pour ce soir. Donc, je vais tout de suite partager mon écran sans faire trop de bêtises, j'espère. Et Marguerite, tu pourras me dire si ça fonctionne bien, comme ça, voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, ouais, ça marche parfait. Donc ce soir, il est question de coopérer en classe. Alors j'aborderai effectivement la coopération à distance dans une seconde partie ou plutôt dans la partie sur les questions-réponses qu'on va pouvoir avoir vers la fin pour vous donner un peu l'expérience de la coopération en ligne. Pour commencer, je voudrais juste vous présenter un peu le CIDEF, c'est-à-dire là d'où je viens ou plutôt là où je travaille. Donc, le CIDEF, c'est le Centre international d'études françaises. Je vois parmi vous certaines personnes, Randall notamment, qui connaît le CIDEF puisqu'il est venu faire un petit séjour au CIDEF. Donc, je sais bien que voilà, c'est un centre qui est quand même connu. Et nous accueillons environ 1200 étudiants. En ce moment, malheureusement, un petit peu moins, crise oblige. Et donc, nous sommes situés à Angers, qui est à 1h30 de Paris, voilà, dans le nord-ouest de la France. Et nous sommes en relation avec beaucoup d'universités partenaires, dont plusieurs au Canada, effectivement, aux États-Unis, Caraïbes un petit peu moins, j'avoue. Donc, je suis preneuse. Et donc, notre centre est labellisé. C'est un centre qualité FLE, donc labellisé. Et nous avons d'ailleurs reçu les 15 étoiles il y a 2 ans. Donc voilà, on a été relabellisé il y a 2 ans. Et nous proposons de la formation qui est de la formation linguistique à destination des étudiants et des apprenants de français langue étrangère et puis à destination aussi des enseignants. Donc, formation ici pédagogique avec des modules qui sont des modules 100% en ligne. Voilà, pour votre information, on ne sait jamais. Ce sont 5 semaines de cours au cours desquels vous avez la possibilité de rencontrer un tuteur. Et donc, vous êtes sur une plateforme et puis voilà, vous avez des vidéos, des articles, des activités à faire. Et puis, vous pouvez valider en fait 2 types de certificats, un certificat de suivi et puis un certificat de compétences. Et le certificat de compétences vous permet d'obtenir ce qui s'appelle le DU, outils et pratiques pédagogiques du français langue étrangère, donc le diplôme d'université, dans la mesure où vous validez 7 modules et puis une expérience professionnelle. Voilà, ça c'était pour le petit discours autour du CIDEF et j'en ai fini avec le CIDEF. Effectivement, Marguerite, tu as raison. Mon deuxième job, ou troisième, je ne sais plus trop, est celui de concevoir des méthodes
Et donc, la méthode dont je vais parler ce soir un petit peu pour vous donner des exemples de coopération, c'est la méthode l'atelier qui est sortie donc aux éditions Didier il y a 2 ans maintenant, une pour le niveau 1 et A2, et puis fraîchement sortie pour le niveau B2 il y a 2-3 mois. Moi, j'ai en ce moment un groupe d'étudiants B2 et donc on est en train de travailler avec l'atelier B2, donc je vous donnerai quelques exemples d'activités coopératives. Et puis, j'ai déjà enseigné avec l'atelier A2 avec un groupe au semestre d'automne l'année dernière. Donc, voilà la méthode de l'atelier. Dans cette méthode, nous avons 3 mots-clés. Et je pense que c'est quand même pour ça que je suis invitée ce soir. Nous avons 3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est agir. Le deuxième, c'est coopérer. Et le troisième, c'est apprendre. Donc, ce soir, le webinaire, c'est sur le deuxième mot-clé qui est coopérer. Donc, ensemble, nous allons voilà, discuter. Bon, je vais beaucoup parler et je vous prie de m'en excuser. Donc, je vais vous parler de la coopération. Qu'est-ce que c'est la coopération? Qu'est-ce que c'est le travail coopératif? La place de l'enseignant dans cette coopération, et puis on parlera des jeux coopératifs, et je n'ai pas indiqué, mais il est vrai, nous discuterons de la coopération en ligne ou à distance. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération? C'est l'ensemble tout simplement des situations ou des personnes qui produisent ou apprennent à plusieurs. Alors, la coopération, elle s'appuie sur une structuration de l'activité, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une activité qui est découpée, qui est séparée en plusieurs parties. Et donc, chacun va avoir une tâche à réaliser dans cette activité. On aura donc des responsabilités. On est responsable à la fois de son travail, mais à la fois du travail du groupe. Et ensemble, on va pouvoir confronter nos points de vue et donc finalement travailler ensemble, produire ensemble pour avoir un produit final. Et donc ça, c'est la coopération. La coopération, davantage que le produit, c'est le processus, c'est-à-dire c'est la manière dont on réussit à œuvrer, à travailler ensemble pour réussir à élaborer un produit. C'est assez proche d'un autre mot qui s'appelle la collaboration, que l'on utilise aussi beaucoup dans les outils à distance. Quand on fait un drive, c'est finalement un outil collaboratif où sur lequel chaque personne va pouvoir intervenir. Donc la collaboration, c'est l'idée que finalement on va faire un même projet et que dans ce projet, on va avoir des statuts qui vont être identiques. Quand vous partagez un drive en ligne, chacun finalement complète le drive. Et donc, finalement, vous travaillez sur le même projet et chacun a le même rôle de compléter le drive. Et ça vous donne un produit fini. L'objectif, c'est de résoudre un problème partagé. Dans la coopération, on a une idée qui est un petit peu différente. Déjà, on a l'idée qu'on est assez asymétrique dans la manière dont on travaille, c'est-à-dire que l'on va répartir des tâches. Il y a dans un groupe, et c'est sociologique, il y a dans un groupe ou dans une société, on a toujours un leader, on a toujours des personnes qui aiment davantage prendre des notes, on en a d'autres qui vont être davantage des animateurs, on en a qui aiment parler, il y en a d'autres qui aiment bien se faire discret et chercher. Et donc, en fait, on répartit les rôles pour pouvoir produire un projet commun dans un même espace. Donc, la différence entre la coopération et la collaboration, elle se situe vraiment au niveau de ce que ici propose Sylvain Connac, c'est-à-dire un schéma. Donc là, je m'inspire complètement de ce qu'il propose. Et je vous recommande son ouvrage qui s'appelle La coopération entre élèves. Et donc, dans ce système de coopération, on a bien ici plusieurs travaux. Alors, la première chose, quand on parle de coopération et collaboration, c'est qu'on a à chaque fois l'idée de travail en groupe. On va le définir tout à l'heure, ce que veut dire que le travail en groupe. Et donc, une forme d'entraide, c'est-à-dire que voilà, on essaye de s'aider, on va s'entraider sur un projet, sur un problème, etc. Dans la coopération, on a aussi l'idée de l'aide, c'est-à-dire que finalement, il y a un aspect très généreux de la coopération, c'est que je suis là pour aider les autres, je ne suis pas là tellement pour moi et faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que le jeu disparaît un peu, alors que dans la collaboration, le jeu est quand même très présent. Et donc, on est là tous ensemble, et si je peux t'aider toi à réaliser une tâche ou à développer une compétence, eh bien, je vais le faire.
Et donc, finalement, l'enseignant a ce rôle, quand on fait du tutorat en tant qu'enseignant, ben, on a ce rôle finalement de guider, d'aider nos apprenants dans leur apprentissage. Et donc, on se situe dans le même espace et on va agir ensemble. La collaboration, elle est un petit peu différente parce que on est plus sur, certes, un travail qui est solidaire, mais qui implique davantage, le jeu. Il y a un partage d'intérêts qui peut être à la fois, comme je disais, solidaire, mais aussi égoïste. Je fais quelque chose avec l'autre ou même pour l'autre parce que finalement, j'y trouve un intérêt pour moi-même. Donc ça, c'est un petit peu différent de l'esprit de coopération. Mais les 2 idées quand même sont très proches puisque à chaque fois, on va parler de travail en groupe. Alors la coopération, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un moyen de faire participer les apprenants. C'est-à-dire que dans la mesure où vous les mettez en groupe, ce sont eux qui travaillent. Ça veut dire que vous, votre rôle, il est un petit peu moindre dans le sens où, c'est vraiment eux qui sont dans l'action, c'est eux qui agissent et c'est eux qui travaillent. Et donc à partir de leur travail, vous allez pouvoir, faire ressortir des éléments qui sont importants pour votre cours. Donc, ça va être un moyen d'enrichir les apprentissages puisque ce qui vient du groupe enrichit l'apprentissage de la classe. Et donc, ce n'est pas seulement l'enseignant qui apporte de son savoir, mais c'est plutôt les apprenants qui viennent pour donner de ce qu'ils savent, pour partager. C'est pour ça que j'ai mis le mot-clé partage tout en haut du diaporama, pour partager dans un moment de plaisir et aussi d'écoute. On va effectivement accorder aux apprenants le plaisir de se sentir utile, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, ils réalisent quelque chose, et cette chose, ce qu'ils font, ce produit même, va permettre aux autres d'enrichir leurs apprentissages et donc va permettre au produit final d'être amélioré. On a aussi dans la coopération cette idée d'autonomisation, c'est-à-dire qu'on va laisser les apprenants responsables de leur apprentissage. Responsables et autonomes, pas autonomes dans le sens où, voilà, vous vous débrouillez, merci beaucoup, et moi je m'en vais, je vais prendre un café. Non, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de, voilà, vous êtes responsable de votre travail, vous devez produire un travail. Voilà la consigne, elle est en étapes. Et donc, à la fin, on va avoir un produit fini. Mais vous êtes responsable, vous avez 20 minutes, par exemple, pour le faire, et vous êtes responsable de ce travail. C'est-à-dire que finalement, l'enseignant se dégage d'une certaine responsabilité. Et ça, c'est bénéfique pour l'apprenant, puisqu'on le sait bien, dans l'apprentissage, c'est bien l'apprenant qui apprend. Et c'est bien pour ça qu'on a bien 2 verbes qui sont enseigner et apprendre. Et j'ai toujours du mal à faire la distinction auprès des apprenants sur ces 2 verbes, mais l'enseignant est là pour enseigner, moi je dirais davantage accompagner, et l'apprenant, c'est bien lui qui apprend. Donc, il est responsable de son apprentissage. Et en cela, dans le travail de groupe, ben, il est autonome et responsable du travail individuel et du travail du groupe. Alors, j'ai envie de vous présenter une petite vidéo. Vous allez me dire si pour le son, ça va. C'est une vidéo qui a été réalisée par SynLab, donc le laboratoire SynLab, et qui, pour moi, est très intéressante parce qu'elle redonne certains éléments qui sont aussi des éléments au niveau scientifique. La coopération en classe. Marguerite, est-ce que c'est bon pour le son? Je vérifie au passage. Oui. En fait, je vois plus. Oui, on entend tout, c'est bon. Ah, merci. super, merci. La coopération est l'action de participer avec une ou plusieurs personnes à une œuvre ou à une action commune. L'être humain est un être social par nature, dans le sens où il se construit par sa relation aux autres. Il est donc dynamique et interdépendant avec les autres êtres humains et l'écosystème dans lequel il vit. Il est mu par 2 aspirations complémentaires, indissociables, et qui se renforcent mutuellement. Désir d'être soi, comme le désir de grandir, et désir d'être avec autrui, désir d'être aimé par exemple. La coopération est une des forces que le genre humain a peu à peu développées pour dépasser ses limites biologiques et évoluer grâce aux autres. Le cerveau est pré-câblé pour la sociabilité et se développe grâce aux stimulations apportées par son environnement. Par exemple, un cadre harmonieux encourage la libération d'une hormone appelée ocytocine, qui favorise la coopération et l'empathie et améliore ainsi l'apprentissage. Des méta-analyses montrent que le travail entre pairs
est plus efficace que le travail individuel, car les apprenants atteignent une puissance de réflexion supérieure. Ils peuvent mieux apprendre de leurs erreurs et comprendre les objectifs de leur apprentissage. Cette façon de travailler apporte de meilleurs résultats que l'approche compétitive, quelle que soit la matière ou les notions à s'approprier, à condition qu'elle soit bien encadrée. Elle est particulièrement efficace si l'amitié existe entre les élèves. Chaque élève apprend d'autant plus au sein d'un groupe dont le but est de résoudre un problème complexe, en confrontant ses représentations et en communiquant. Les élèves acquièrent ainsi non seulement de nouvelles connaissances, mais aussi l'esprit de solidarité et des compétences telles que l'écoute. La coopération n'exclut cependant pas le travail individuel ou la compétition qui peut, sous certaines conditions, motiver le groupe, comme lors d'un jeu collectif. Tous trois doivent former un équilibre. Dans une classe travaillant en coopération, l'enseignant joue tour à tour un rôle d'observateur, de conseiller et d'accompagnateur. Il adapte ses différentes postures en fonction du type de coopération proposée, certains assez formels comme le tutorat ou le travail de groupe, d'autres beaucoup moins, comme l'aide et l'entraide. Dans tous les cas, l'idéal est que les élèves réussissent au bout d'un certain temps à fonctionner de façon autonome et que la présence de l'enseignant se fasse de plus en plus discrète. Grâce à la coopération, les enfants enrichissent leur façon de penser par la complémentarité des raisonnements des autres. Ainsi, les enfants apprennent seuls, mais grâce aux autres, avec les autres. Voilà, donc vous pouvez facilement trouver cette vidéo pour information sur YouTube, mais de toute façon, j'enverrai tout à l'heure le PowerPoint. Donc, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que justement, on se rend bien compte que la coopération, ça permet d'être plus efficace, c'est-à-dire que quand on travaille à plusieurs, on va forcément confronter les points de vue, et c'est justement parce qu'on a des points de vue différents que ça enrichit les apprentissages. L'idée, c'est pas forcément de se mettre d'accord, l'idée, c'est au contraire d'avoir des opinions différentes et donc d'élargir sa propre opinion et de pouvoir donc se rendre compte qu'il y a bien des possibles et donc voilà, de faire avec tous ces possibles pour envisager plusieurs solutions à un problème et non pas une seule solution. Ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est qu'on montre bien que la coopération, elle permet l'écoute. Donc, elle va développer des habiletés qu'on appelle des habiletés coopératives et qui sont finalement de l'ordre du savoir-être. Donc, ça peut être aussi bien l'écoute que la patience, etc. Et puis, ça permet une complémentarité. Et je l'ai encore testé ce matin parce que j'étais en classe ce matin avec les étudiants de niveau B2 et on faisait une compréhension orale et je leur expliquais les techniques pour écouter, enfin, les stratégies en fait pour mieux écouter une compréhension orale et mieux comprendre. Et en fait, dans les réponses qu'ils pouvaient me donner, on voyait bien que chacun avait sa réponse et je leur ai dit c'est dommage qu'au test, vous ne soyez pas tous ensemble parce que finalement, vous auriez toutes les réponses. Parce que chacun a un petit bout et un élément, chacun aura compris quelque chose. Et finalement, c'est tous ces éléments ensemble qui font la richesse de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment complémentaire et c'est vraiment ça qui est intéressant dans le travail coopératif. Alors, tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je continue. Je vais solliciter Martin ou Marguerite si vous avez des questions au fur et à mesure dans le chat. Comme je ne vois pas forcément, puisque je suis vraiment sur mon écran, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, Marguerite et Martin, vous pouvez m'interrompre. De toute façon, on se laissera 10 minutes à la fin, 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, la deuxième partie, elle porte sur le travail en groupe. Et là, je veux bien faire la distinction entre ce qui s'appelle le travail en groupe et le travail de groupe. Le travail de groupe, c'est finalement ce qui se définit par la production commune, c'est-à-dire le projet qui doit être réalisé, ce qui doit se faire à la fin, c'est-à-dire finalement le produit fini. Ça, c'est le travail de groupe. Et c'est souvent ce que l'on fait faire à nos étudiants ou nos apprenants. On a un travail qu'on leur demande et on leur demande d'avoir un résultat concret. Et donc ça, c'est le concret, c'est le travail de groupe. Le travail en groupe, et ça, c'est vraiment la coopération, c'est ce qui vise les apprentissages individuels, c'est-à-dire le processus, le chemin qui fait que l'on arrive à un produit fini. Et donc, c'est là que tout se joue et c'est ça qu'il faut, en tant qu'enseignant, observer. Et c'est là où je pense qu'on a tous l'habitude de passer un petit peu moins de temps
Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu en retrait, on les laisse travailler et finalement on observe peu ce qu'ils font et on ne juge ou on évalue que le produit fini. Alors que ce qui se passe en groupe pendant ce moment-là est à observer et donc on a aussi un rôle à jouer, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a bien une distinction à faire entre le travail de groupe qui est le produit et le travail en groupe qui est le processus. Barlow dit que quand on est en groupe, finalement, le groupe est un moyen de faire des acquisitions intellectuelles. Et donc, on l'a vu jusqu'à maintenant, il est vrai que comme on va confronter les points de vue, on va forcément acquérir de nouvelles idées, de nouvelles opinions et ouvrir notre esprit et puis voir aussi comment les autres travaillent, quelle est leur méthodologie, quelles sont leurs stratégies, etc. Et donc, ce travail en groupe, il se fait normalement sans ou quasi sans l'autorité de l'adulte. C'est-à-dire qu'on peut laisser nos élèves, quel âge qu'ils soient, c'est-à-dire que quand ils sont petits jusqu'à ce qu'ils soient grands, on peut les laisser travailler en groupe avec après un cadre, bien sûr, à donner dès le départ, et on va en parler dans les consignes. Le travail en groupe, donc, il fait appel à ce qui s'appelle la pédagogie coopérative. Et donc là, je vous renvoie aux travaux de Rouillet et Oden là-dessus en 2009, qui donne en fait 5 principes importants au travail en groupe. Un des premiers principes, c'est le fait d'avoir des interactions simultanées, c'est-à-dire de pouvoir échanger en même temps, au même moment, etc. Donc, quand on est en groupe, déjà, vous voyez bien qu'au niveau comment dire, la localisation ou la façon dont on s'organise, on est souvent en rond pour que chacun puisse discuter et que chacun puisse apporter sa participation. Un autre principe, c'est l'interdépendance positive. Ça veut dire que du succès du groupe dépend ma participation. Si moi, je ne participe pas, finalement, ça n'a pas ou peu d'intérêt parce que le groupe n'a pas besoin d'être un groupe. Donc, on sait que pour que le produit, pour que le processus fonctionne, il faut que chacun y mette du sien. Donc, on a vraiment cette interdépendance qui va être positive dans la mesure où, et on l'a vu dans la vidéo, dans la mesure où on n'enclenche pas une compétition. Si on est sur l'ordre de la compétition, et ça peut se faire pour les jeux coopératifs, mais il faut les limiter, si on est sur la compétition, là, on ne va pas être dans une ambiance positive, on va être dans quelque chose où on s'affronte, on combat, on veut à tout prix gagner. Et ce n'est pas ça la coopération. La coopération, c'est plutôt, au contraire, chaque groupe va produire quelque chose. Et peu importe, j'ai envie de dire, le produit final. Finalement, c'est tout ce qui se passe entre deux. Un autre principe que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la responsabilisation individuelle et la responsabilisation collective, c'est-à-dire je suis responsable, moi, en tant qu'apprenant, de mon apprentissage et de ce que je produis et de ma participation en groupe et de mon travail. Et parce que je suis responsable de mon travail, je suis responsable aussi du travail du groupe. C'est-à-dire que si je ne fais pas mon travail dans le groupe, forcément, ça va être si je pense à un exposé, par exemple, où je dois préparer une partie et que je n'ai pas préparé la partie, finalement, le groupe se trouve un petit peu démuni parce que voilà, il manque une partie dans l'exposé. Donc, cette responsabilisation, elle est à la fois individuelle et pour le groupe. Le travail en groupe développe des habiletés coopératives comme par exemple l'écoute, on l'a dit tout à l'heure, la patience, le fait d'attendre, parfois certains vont plus vite que d'autres, l'entraide, le fait de comparer, de pouvoir voir quelles sont les stratégies des uns et des autres et donc d'améliorer ses propres stratégies, etc. etc. Donc, on développe des compétences en travaillant en groupe. Et puis, le travail en groupe amène une réflexion critique parce qu'on va s'interroger sur, finalement, ce que pense l'autre. Et donc, ça va nous renvoyer à ce que l'on pense soi et donc, ça va nous faire réfléchir. Donc, voilà pour les 5 principes qui sont donnés dans la pédagogie coopérative. Alors, bien sûr, il y a, et surtout avec des enfants, des limites du travail en groupe. Et là, j'ai mis un petit porc-épic que vous voyez là sur la diapo, qui vient en fait d'un extrait de l'essai de psychanalyse de Freud, où il dit que l'hiver, les porcs-épics, comme ils ont froid, vont se rassembler. Mais ils vont essayer de se rassembler de façon la plus pertinente possible. Et donc, ils vont vraiment se coller les uns aux autres. Et parce qu'ils se collent, ils se piquent. Et parce qu'ils se piquent, ils se décollent.
Et donc, ils vont se décoller. Et là, quand ils sont un peu tout seuls, eh bien, ils ont froid. Donc, ils se recollent ensemble, etc. Et donc, c'est cet équilibre, finalement, qui est assez intéressant dans ce travail en groupe. C'est que, on le sait bien, travailler en groupe, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça demande plus de temps. Plus de temps parce que certains vont peut-être moins vite que d'autres. C'est pour ça que j'avais mis comme petit principe qui est un proverbe africain. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on le sait bien, quand on travaille seul, on va généralement plus vite. Donc, il faut plus de temps et ça peut être une limite. Ça fait plus de bruit et donc plus de désordre. Et ça, on pense davantage, j'ai envie de dire, aux enfants qui, quand ils travaillent en groupe, vont avoir tendance à faire un petit peu plus de bruit. Donc, il va falloir leur apprendre à canaliser ce bruit. On a des limites au niveau affectif parce qu'on ne veut pas forcément travailler avec telle ou telle personne dans le groupe parce que pour des raisons personnelles ou émotionnelles. On a aussi ce problème d'asymétrie, c'est-à-dire que dans un groupe, on sait, on est conscient, hein, c'est sociologique, qu'il y a toujours un leader. Et donc, il faut absolument faire en sorte que cette asymétrie, elle soit partagée, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours le même leader et qu'on ait les rôles qui soient redistribués régulièrement pour ne pas se sentir toujours la personne qui va être un petit peu plus en retrait ou au contraire la personne qui prend toute la place. Et puis, la limite, c'est de trouver le but de l'apprentissage, c'est-à-dire que parfois, nos apprenants ne savent pas exactement quel est l'objectif qu'ils doivent atteindre quand ils vont travailler en groupe. Et donc, ils ont tendance à parler du week-end ou parler de la soirée ou parler de ce qu'ils vont manger le midi et d'en oublier l'objectif de la production à faire. Les intérêts du travail en groupe, il y en a beaucoup. Alors d'abord, il y a la participation de chacun, puisque on va solliciter, ce qui est très important dans tout à l'heure ce que j'ai dit sur le principe des interactions simultanées, c'est que chacun est libre de parler et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il n'y a pas normalement de tabou dans un groupe. Chacun doit pouvoir exprimer sa pensée et son opinion, même si elle est très différente de celle des autres membres du groupe. Donc ça doit être quelque chose d'explicité au départ pour que chacun se sente à l'aise. L'intérêt du travail en groupe, c'est aussi la disponibilité de l'enseignant. L'enseignant, il va pouvoir circuler dans les groupes. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on peut faire en ligne. Si on est sur une plateforme comme, alors moi, j'utilise beaucoup Teams, mais dans une plateforme comme Teams, Zoom, etc., on peut créer des salles, des petits groupes. Et en tant qu'enseignant, on peut passer dans les différentes salles. Dans la mesure où la consigne est bien donnée au départ, qu'on a bien donné le temps, on va passer et être disponible pour répondre ou pour observer ce qui se passe. Donc, on est quand même beaucoup plus disponible que quand on fait un cours, on va dire, un peu plus magistral. L'apprenant est actif puisqu'il a une tâche à remplir pour le travail final. On met en valeur les bienfaits de l'intelligence collective puisque finalement, tout le monde participe. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on va développer des compétences et on va surtout observer les compétences des autres que l'on peut soi-même développer. Alors, pour que cela se passe au mieux, il faut organiser le travail en groupe. En sociologie, on dit qu'il faut entre 3 et 6 membres pour former un groupe qui puisse collaborer et coopérer suffisamment. Si on n'est que 2, le nombre d'idées n'est pas assez important. Si on est au-delà de 6, ça risque de produire beaucoup trop de bruit et donc on va se retrouver dans finalement un désordre. Donc les chiffres qui sont donnés, c'est entre 3 et 6. Moi, personnellement, en classe, je fais beaucoup de groupes de 3 à 4 personnes. 6, c'est déjà plus difficile, je trouve, parce que finalement, la participation n'est pas aussi sollicitée pour chacun. Mais bon, après, à vous de choisir. Donc, on va constituer des groupes qui peuvent être des groupes de besoins, c'est-à-dire que les gens ont besoin de se retrouver ensemble pour telle ou telle raison. On peut très bien laisser les élèves ou les étudiants s'associer par affinité. Voilà, je les connais, je m'entends bien avec eux, donc je préfère travailler avec eux. Ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt au début d'un semestre ou d'une année. Comme ça, ils sont plus à l'aise. Et puis, au fur et à mesure, il faut penser à varier ces affinités pour que justement, on puisse aussi varier le type de possibilités. Souvent, on s'associe avec des personnes avec qui on a des intérêts communs ou on partage des mêmes points de vue. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir des groupes qui ont des points de vue avec des personnes avec des points de vue variés. On peut regrouper les élèves en fonction de critères qui sont des critères de niveau.
On peut très bien les mettre ensemble parce qu'ils ont à peu près le même niveau, ou au contraire, ne pas les mettre ensemble parce que justement, ils auraient le même niveau. On peut décider que c'est le sort qui agit, et là, sur Internet, vous avez plein de générateurs de groupes aléatoires, ou bien on peut utiliser des matériaux spécifiques, comme par exemple des cartes de couleurs, des dés, des chapeaux, des petits papiers, etc. Alors, je vous partage ici dans l'atelier B2, donc l'unité 0, il s'agit donc, de coopérer. Ici, vous voyez cette page qui vraiment s'intitule donc dans l'unité 0. Donc, dans l'atelier, on a choisi d'avoir des unités 0, c'est-à-dire des unités qui nous permettent de démarrer la classe avant de rentrer à fond dans le travail, d'abord de créer une ambiance de classe. Et donc, dans le niveau B2, on a choisi de reprendre les 3 verbes. Donc, on a 3 pages, une page qui s'appelle agir, une autre qui s'appelle coopérer et l'autre qui s'appelle apprendre. Et ici, dans cette page, on travaille sur la coopération et on essaie avec les étudiants de niveau B2 de comprendre ce que veut dire ce que c'est que la coopération. Et donc, moi, j'ai testé cette page en classe au début du mois de février, au début du semestre. Ça a très bien fonctionné. C'était même très intéressant de voir comment les étudiants réagissaient. Donc, la première activité, il s'agissait de faire une chaise musicale. Normalement, une chaise musicale inversée. Avec la crise sanitaire, on a fait une chaise musicale normale. Chaise musicale, c'est-à-dire qu'on entend... là, on a un document audio qui nous demande d'aller chercher des objets. Et donc, on va chercher des objets auprès de nos camarades de classe. Et on revient s'asseoir sur une chaise, mais à chaque fois, l'enseignant retire une chaise. Et donc ici, on a un exemple de coopération positive, d'entraide, puisqu'il faut aller chercher les objets et que donc les autres vont nous aider. Donc ça, c'est un premier pas, et ça, c'est important quand on fait des travaux en groupe. C'est d'abord l'échauffement, les 5 premières minutes qui nous mettent dans l'ambiance, qui nous mettent en confiance et qui nous donnent plaisir. Et puis après, on va pouvoir constituer donc des groupes dans l'activité 2, là, quelle est votre couleur préférée? Et donc, on constitue des groupes de couleurs, tout simplement. Et puis après, on échange en groupe sur les rôles de chacun. Donc là, je leur ai laissé 10 minutes pour dire, en fait, quel est vous, quand vous êtes en travail en groupe, quel rôle est-ce que vous aimez avoir? Et c'est très intéressant d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Il y en avait qui vraiment aimaient être responsables d'équipe, d'autres qui préféraient plutôt prendre des notes et se faire discret, d'autres qui aimaient beaucoup animer ou présenter ensuite ce qui avait pu être échangé. Et donc, on a réfléchi aux points positifs et points négatifs à chaque fois d'avoir tel ou tel rôle. Et puis, à la fin, ils devaient présenter un travail qui était en fait d'échanger sur des idées, des représentations des Français ou de la langue française, avec des rôles qui étaient déjà attribués, puisqu'ils avaient lu le document que vous voyez là sur la coopération, où on avait des exemples de rôles qui étaient donnés, comme le présentateur, le modérateur, le rapporteur, etc. Donc, travail très intéressant. Pour vous donner une idée, j'ai un étudiant syrien qui m'a dit à la fin de ce travail sur la coopération, il m'a dit, donc si je comprends bien, ce que vous souhaitez pour nous dans la classe, c'est qu'au fur et à mesure, on travaille ensemble, en groupe, et puis que vous, vous disparaissiez un petit peu de la classe. Alors, j'ai dit oui, c'est ça. Je ne leur avais pas montré la vidéo, mais je trouvais qu'il avait bien compris l'idée qu'au fur et à mesure, l'enseignant se détache pour laisser vraiment la place principale aux apprenants, et donc laisser l'apprenant actif. Alors, quand on laisse les apprenants actifs, il est très important de donner une consigne de travail qui va être claire, qui va être univoque, c'est-à-dire qu'elle a un seul sens, et qui va être précise. Chaque participant doit avoir déjà un intérêt à échanger avec les autres, donc ça doit être clair dans la consigne. Et puis, si jamais vous avez besoin de matériel, il faut que le matériel soit évoqué dans la consigne pour ne pas perdre de temps à ce que nos apprenants, nos étudiants, nos élèves s'organisent. Donc, j'ai mis ici quelques exemples de consignes que l'on a pu donner dans l'atelier, que ce soit l'atelier 1 ou l'atelier A2. L'activité, par exemple, 11, qui s'appelle « On coopère ». Donc, vous voyez bien qu'on a beaucoup d'activités qui s'appellent « On coopère », où on a ici « Ensemble », raconter une histoire qui commence par « un jour », la deuxième personne continue l'histoire avec « toujours », la troisième ajoute « soudain » et la dernière « finalement ». Donc ici, on est sur des groupes de 4 personnes. Et puis, l'un de vous présente votre histoire commune à la classe. Donc, on a vraiment la participation de chacun. On pourrait avoir 5 personnes, on pourrait en avoir 3 et certains jouent 2 rôles. Mais la consigne, elle est claire, chacun doit participer. Et c'est parce que chacun doit participer que ça donne envie. Dans la consigne de l'activité qui est se détendre, on nomme, c'est l'idée du post-it. Et donc,
On a bien ici le matériel qui est à la fois représenté comme on est au niveau 1 et que donc on a plus de difficultés à comprendre toute la consigne. On a une photo qui explique bien ce que c'est qu'un post-it et qu'il va falloir le coller sur le front de son voisin pour jouer au jeu du qui est-ce. Donc, bien penser dans la consigne à être très clair pour que les apprenants puissent démarrer leur travail en groupe et qu'on ne perde pas de temps à réexpliquer 10 fois la consigne. Dans le travail en groupe, on a des étapes qui sont à respecter dans ce que disent les auteurs sur la coopération. 5 étapes qui sont, à mes yeux, en tout cas essentielles. Il y a un premier temps qui va être un temps court de réflexion individuelle, c'est-à-dire chacun réfléchit finalement à ce qu'on lui demande de produire, à ce qu'on lui demande de faire. Et donc, ce temps, il est important et il faut vraiment le laisser parce qu'on a des apprenants qui ont besoin. Il y a des apprenants qui sont tout de suite capables de se mettre dans le travail. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de ce temps de réflexion. Et ça permet vraiment déjà de se positionner avant de rentrer dans la confrontation avec les autres. Puis, il y a ce temps de travail en groupe où on va donc laisser le groupe agir avec, si besoin, donc ce n'est pas toujours nécessaire, ça dépend des groupes, un temps de synthèse, c'est-à-dire un moment où dans le groupe, la personne qui peut-être sera chargée de prendre des notes décidera de faire une petite synthèse, soit au groupe lui-même, soit à toute la classe. Et donc, on aura un rapporteur pour chaque groupe qui nous permettra à nous, enseignants, de récolter l'information essentielle du partage du groupe et donc de produire ce qui s'appelle une conclusion ou une synthèse, et donc peut-être d'accompagner davantage sur les productions qui ont été réalisées, les difficultés linguistiques qui ont pu être rencontrées, que ce soit au niveau du lexique ou de la grammaire. Et puis, le dernier moment qui est important dans le travail en groupe, et ça, je pense qu'en Europe, on n'est pas très doué, et je crois que vraiment vous, aux États-Unis, Canada, Caraïbes, alors là, vous êtes bien plus forts que nous, c'est l'évaluation interne du fonctionnement de chaque groupe pour voir si, finalement, comment ça s'est passé ce travail en groupe, comment on l'a vécu, quel est notre ressenti, en tant qu'à la fois individu, c'est-à-dire est-ce que moi j'ai eu le temps de prendre la parole, et si oui, combien de fois, est-ce que ma parole était pertinente, ou bien aussi autant au niveau du groupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a agi les uns avec les autres, est-ce qu'on était assez patient, est-ce qu'on était à l'écoute, est-ce qu'on a bien réparti le travail pour que chacun ait sa part, etc. Et ce temps-là, il est très, très important à prendre en compte, et je pense que nous, en Europe au moins, on ne le fait pas suffisamment. En tout cas, moi, je suis sûre, je ne le fais pas suffisamment. Dans l'atelier A2, on a justement, et donc je vous ai entouré là sur la page que vous voyez, on a essayé de bien répartir ces temps et de les nommer clairement dans les intitulés d'activités. Donc le premier, ça s'appelle « Je travaille seul », le deuxième, c'est « Travailler en groupe », et puis le troisième, c'est « On coopère en classe ». Et donc, on a bien 3 temps. Un premier temps qui va être le temps de l'apprenant, le temps qu'il découvre le document que vous voyez sur la page de gauche, qui est généralement, donc là on a une infographie, mais ça peut être aussi un extrait littéraire, le temps de comprendre le document, de le lire, de le digérer, avant de rentrer dans le travail en groupe où on va avoir ce temps de partage sur le document, de qu'est-ce que tu as compris toi et qu'est-ce que tu ressens toi et comment tu le vis toi ce document, avant de produire quelque chose. Donc, c'est la partie, par exemple, 2C, où on demande aux étudiants, et vous, que faites-vous quand vous ressentez du stress, de la colère, de la tristesse? Donc là, on a un temps d'échange avec, pourquoi pas, un rapporteur qui va pouvoir nous résumer ce qui a été échangé en classe. Et là, on va pouvoir revenir sur le travail qui a été fait et revenir sur des éléments linguistiques. Et par exemple, ici, vous voyez que on s'intéresse aux adverbes en ment. Pourquoi? Parce que dans le document, on les a énormément rencontrés. Et donc, on va pouvoir, pendant ce temps en classe, pourquoi pas encore produire quelque chose de nouveau grâce aux éléments des différents groupes. Alors, voici un exemple d'évaluation, j'en ai parlé à l'instant, de l'évaluation qui peut exister à l'intérieur des groupes. Donc ça, c'est un exemple qui est donné par Sylvain Connac dans son ouvrage. Il y en a d'autres que vous pouvez facilement trouver sur Internet, qui sont des exemples d'évaluation. Donc, par exemple, est-ce que tout le monde a participé? Est-ce qu'on a su gérer notre temps? Au niveau de l'apprentissage, comment on se situe? Est-ce qu'on a bien réalisé la consigne? Est-ce qu'on s'est bien écouté? Est-ce qu'on a réussi à confronter des idées? Est-ce qu'on est resté calme? Et est-ce qu'on s'est bien entendu? C'est important ce travail, cette évaluation, parce qu'elle va permettre pour un prochain travail en groupe
de finalement se dire, OK, la dernière fois, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a passé 3 heures à lire la consigne. Donc là, on essaye de gagner du temps sur la consigne, et quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé de nous l'expliquer. Et donc, on peut avoir un maître de la consigne. On peut avoir aussi une personne qui va davantage gérer le temps et qui va être le gardien du temps. Donc voilà, après, ça permet aussi de redistribuer les rôles et d'améliorer pour un meilleur travail en groupe. Alors, je l'ai évoqué, là, les exemples de fonctions dans le groupe. Donc, on va avoir l'animateur, donc celui qui va pouvoir tout simplement animer les interactions au sein du groupe. On peut avoir un gardien du temps, on peut avoir le référent calme, celui qui va faire stop, stop, chut, on fait trop de bruit. On peut avoir un secrétaire qui va prendre des notes. On peut avoir, comme quand on joue au Monopoly avec le banquier, celui qui s'occupe du matériel. On peut avoir celui qui est référent de la consigne, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le groupe, le travail, il avance, et puis tout d'un coup, le groupe se dit « mince, on s'est un petit peu éloigné de ce qu'on nous a demandé », donc on a un référent consigne qui nous dit « ouh là là, attention, là, on part sur un autre sujet, on revient à ce qu'on doit faire ». On peut avoir un présentateur qui va ensuite présenter à la classe ce qui a été échangé. Et puis, le rôle primordial, que je mets à la fin, mais qui est pour moi essentiel, c'est tout simplement le fait de participer. C'est-à-dire qu'être participant, c'est déjà un rôle très important. Dans l'atelier, justement, on a essayé à différents moments, donc là, je vous présente quelques pages, notamment les pages l'opinion, où on va justement s'attarder sur des rôles et on va directement préciser les rôles. Donc, dans l'activité 2, vous voyez le rôle de modérateur, où on dit former des groupes de 6 personnes pour discuter sur une opinion tirée au sort. L'un d'entre vous organise la discussion, c'est le modérateur. Il attribue un domaine d'expertise et un rôle à chacun. Et puis après, on dit, il invite, il aide chaque membre à écrire 2 à 3 arguments en fonction de son rôle et de son domaine. C'est comme un petit peu là un mini professeur qui prendrait le rôle non pas de corriger, mais vraiment d'aider. Et ça donne un rôle important et l'apprenant, il se sent vraiment valorisé parce que justement, il a un rôle à jouer dans cette activité qui est proposée. Ici, dans l'activité, donc sur une autre page, on a le système de groupe aussi, activité 2. Et donc, on demande de se regrouper par opinion partagée ou sur un sujet de discussion et de nommer un rapporteur. Et donc, ce rapporteur, ensuite, dans l'activité 3, vous pouvez voir, en classe, il a 5 minutes pour rapporter à la classe le contenu de l'activité qui a été fait en 2. Donc voilà, ça peut être un rôle de rapporteur. On peut juste donner un rôle, on peut donner plein de rôles. Ce qui est important, c'est quand même de les nommer pour que chacun puisse soit choisir, soit Alors, on m'a souvent demandé, est-ce qu'il faut donner les rôles ou est-ce qu'il faut laisser les apprenants choisir? Je pense qu'au début, on peut laisser les apprenants choisir parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont déjà à l'aise avec un rôle. Donc, ils ont déjà, quand ils sont en groupe, et ils le savent bien, ils ont déjà une idée du rôle qu'ils aiment jouer. Et puis, petit à petit, il va falloir faire varier les rôles pour que chacun puisse s'essayer à différents rôles et donc développer de nouvelles compétences. Alors, quel est le rôle de l'enseignant dans ce travail? La première chose, elle est basique, c'est prévoir le matériel, donner la consigne évidemment, répondre aux questions si nécessaire, former les groupes, ou bien les groupes se forment tout seuls, mais en général, c'est quand même l'enseignant qui va les former. Laisser évidemment les apprenants travailler, et ça, c'est la partie la plus difficile parce qu'on a tendance à vouloir intervenir parce qu'on n'aime pas ne plus rien faire. Mais en fait, on ne fait pas rien, c'est-à-dire que le rôle le plus important, j'aurais pu le mettre en gras, c'est observer et prendre des notes. C'est-à-dire que pendant que les apprenants sont en train de travailler, nous, on a un rôle de se promener dans la classe avec un petit cahier, un petit crayon et de prendre des notes, justement pour savoir comment se vit le travail en groupe, quel rôle prend chacun, de surveiller que les rôles changent bien à chaque cours, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours le même qui soit le leader, de rappeler éventuellement la consigne si nécessaire, et puis de voir tout ce qui se passe dans le groupe pour voir, en fait, tout simplement pour pouvoir observer quelle est la méthodologie du groupe et donc comment nous, on va pouvoir mieux les accompagner sur leur méthodologie, quelles stratégies ils mettent en œuvre, etc. Donc, on a des exemples de fiches d'observation. Là, un petit exemple où on va justement
se poser des questions. Est-ce que le groupe il se met tout de suite au travail? Comment sont les échanges? Est-ce que tout le monde participe? Qui c'est qui élabore des réponses? Est-ce qu'il y a un problème de temps, etc. Donc voilà, ce sont des exemples de questions qu'on peut se poser au fur et à mesure. Avec l'habitude, vous verrez, vous n'avez pas besoin de circuler avec votre fiche, mais c'est bien de se rappeler toutes ces petites questions qui peuvent être utiles pour observer les groupes. Dans l'atelier, donc dans le guide pratique de classe, c'est-à-dire le guide qui accompagne la méthode, on a des fiches qui sont des fiches pratiques à destination des enseignants. Et donc sur cette fiche ici, vous pouvez voir que voilà, il s'agit de la gestion du groupe, comment gérer un groupe avec la création du groupe, quels sont les rôles de l'enseignant. Et puis la petite note aussi pour l'enseignant qui est que l'enseignant peut aussi faire partie d'un groupe. C'est-à-dire qu'on peut vivre le groupe de l'intérieur. On n'est pas toujours obligé de rester à l'extérieur des groupes. Donc ça, c'est possible au bout d'un moment, peut-être pas dès le départ, parce que ça peut effrayer, mais au bout d'un moment, on peut aussi être dans le groupe, à l'intérieur du groupe, pour vivre le vécu du groupe en direct. Et puis la dernière partie, donc, elle porte plus sur les jeux coopératifs. Les jeux coopératifs, c'est un petit peu différent de l'activité coopérative. Dans l'activité coopérative, ce que vous souhaitez faire en général en tant qu'enseignant, c'est avoir un produit fini, c'est-à-dire quelque part pouvoir évaluer un produit fini. Dans le jeu coopératif, on est plutôt sur un autre mode de coopération. Là, c'est plus l'idée qu'on va coopérer pour que tout le monde s'amuse, pour avoir plaisir à apprendre, pour avoir plaisir à se retrouver. Si on est tout le temps dans l'apprentissage et qu'on est tout le temps en train de faire travailler nos groupes, ils peuvent finalement se dire non, mais là, j'ai pas très envie, j'ai plus trop de plaisir, on s'amuse pas, on est encore en travail, etc. Pour qu'un groupe fonctionne, et on l'a bien vu dans la vidéo, c'est plus facile si déjà les gens s'entendent bien. Et pour que les gens s'entendent bien, c'est à nous finalement de proposer des petits jeux coopératifs qui vont permettre à la fois de développer, donc ici dans les catégories, de développer soit la valorisation, soit la confiance, soit l'écoute, soit l'expression. Donc ici, dans les jeux coopératifs, je vous ai mis les objectifs, les caractéristiques, le fonctionnement, qui sont un petit peu similaires à ce qu'on a vu précédemment, et aussi les catégories de jeux coopératifs. Dans les catégories, on a bien l'idée de faire des jeux pour tout simplement s'écouter, apprendre à s'écouter, ou pour tout simplement avoir confiance, ou pour trouver sa place dans un groupe. Et ça, ces petits moments de jeu coopératif, ils sont très utiles pour la bonne ambiance du groupe, qui joue sur la bonne ambiance de votre classe et qui joue donc sur les apprentissages. Vous savez très bien que si vous êtes dans une classe où il y a peu d'ambiance et donc tout le monde s'ennuie un petit peu, autant dire qu'on ne va pas apprendre grand-chose ensemble. Alors que si on a une bonne ambiance et si les groupes travaillent bien parce que déjà ils s'entendent bien, on va vraiment valoriser les apprentissages. Alors, je vous montre un petit exemple et c'est vraiment le hasard. Il se trouve que j'ai fait cette activité aujourd'hui. Donc, on est dans l'unité 6 de l'atelier B2. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de la mettre ici. J'avais fait cette activité en famille pendant le confinement parce que finalement, ça nous a occupés. Il s'agit du Marshmallow Challenge que vous connaissez peut-être et qui est un jeu coopératif. Et donc, l'objectif, c'est de construire la structure la plus haute possible. L'objectif, c'est qu'elle soit autoportante et vous avez 20 spaghettis, 1 mètre de scotch, 1 mètre de ficelle et un magnifique marshmallow. Et donc, cette activité, elle ne vient pas n'importe comment dans l'unité. C'est pas juste, voilà, on fait un jeu coopératif. C'est qu'on est en train de parler du fait de renforcer l'esprit d'équipe. On a lu un article sur l'esprit d'équipe dans le football et puis on a écouté une émission qui porte sur l'équipe dans l'entreprise et quelles sont les qualités d'un manager et comment est-ce qu'on peut valoriser l'esprit d'équipe. Et donc, après avoir fait ce travail, on a tout simplement fait cette activité. Donc, ça, c'était ce matin. Et donc, je vous montre directement les résultats des activités de ce matin. Donc, nous étions quand même masqués. Bon, le mètre de distance n'est pas toujours respecté. Nous nous sommes lavé les mains avant d'utiliser les spaghettis et les marshmallows et nous ne les avons pas mangés. Et donc, les étudiants, ce matin, vous pouvez voir ici, ils étaient en train de construire la structure la plus haute possible pour tout simplement pour défier ce challenge. Et ce qui était bien, ils ont su le dire, c'est qu'ils ont eu plaisir à finalement essayer de construire ensemble quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont énormément parlé français pendant ce temps-là, mais pas parler français en se disant on doit utiliser ce point de grammaire, on doit utiliser ce point de vocabulaire, etc. Non, parler français juste pour le plaisir. Et j'ai entendu des rires, il y avait des sourires, on a fait des photos et je sais que donc là,
là, c'est ça de gagner pour le prochain cours. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Il est -10, c'est pas trop mal, je m'en sors bien. J'arrête le partage et je laisse la place aux questions. Je suis désolée parce que j'ai beaucoup parlé, hein. Je vous l'avais dit. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Allez-y, qui veut prendre la parole? Merci, Randall. Moi, ça me fait rire cette activité avec les marshmallows parce que je l'avais faite en MBA, mais en fait, on passe 16 minutes sur 18 à décider qui va faire quoi et puis 2 minutes sur 18 à essayer de mettre en pratique, alors qu'en fait, les élèves de maternelle réussissent beaucoup mieux parce qu'ils font l'inverse. Ils ont mis, en fait, ce matin, ils ont mis quand même, alors il y avait un groupe qui était très bien organisé, ils ont tout de suite créé le truc, et d'autres, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir justement l'organisation, le temps de, on se met dans l'activité, enfin, il y a plein de choses à observer. Moi, je vous conseille de passer votre temps à observer les groupes pour voir justement tout ce qu'on peut améliorer. Parce que finalement, c'est comme se mettre dans une activité, et on en parlait ce matin avec les étudiants. Comment écouter une compréhension orale? Déjà, c'est comment on se met dans la compréhension orale. C'est le fait de se concentrer, de lâcher son stylo, de se mettre en position j'écoute et je ne suis pas en train de penser à ce que je vais manger ce midi. Donc, en fait, c'est très stratégiquement, ces jeux coopératifs, ils aident beaucoup à développer des stratégies. Super, merci. Alors, pour les autres, qu'est-ce que vous avez des retours, des commentaires, des questions? Est-ce que vous mettez en place déjà des jeux, de la collaboration dans vos classes? Est-ce que ça marche? Quelles sont les limites? Moi, j'avais une question par rapport à l'évaluation interne. Est-ce qu'il existe des grilles pour guider les élèves dans leur auto-évaluation? Oui, il en existe dans cet ouvrage. Donc, je l'ai là, comme quoi je m'en Ah oui, parle. d'accord. Dans cet ouvrage de la coopération entre élèves de Sylvain Connac, il existe quelques grilles, mais pas beaucoup. Il n'y en a que 2 ou 3. Il en existe aussi dans l'ouvrage de la pédagogie coopérative de Oden et Rouillet dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et puis, franchement, si vous mettez sur Internet évaluation, coopération, vous allez certainement retrouver déjà des grilles, sans être obligé d'acheter des ouvrages. Merci. Mais il en existe plusieurs, de différentes formes en fait. Il y a des araignées, il y a des grilles avec des critères, tout simplement. Il y a des carrés magiques. Donc voilà, il y a différentes grilles qui existent. D'accord. Bon, pour les autres qui n'auraient pas envie de prendre la parole en live, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Mais je crois que ça a été super Bon, clair. Je vois bonjour. pas... Allez, Bonjour. Stanislas, c'est à toi. Merci en tout cas pour cette présentation. Donc, je suis Stanislas, directeur de l'Alliance française de Miami. Bon, déjà, on utilise vos ressources puisqu'on s'est mis à utiliser l'atelier donc au niveau A1 jusqu'à B2. On est dans un contexte particulier puisque l'intégralité de nos cours sont en ligne. Et effectivement, avec mon équipe de professeurs, on engage justement pas mal de réflexions sur comment faciliter la coopération justement avec ce format-là. Et oui, bon, il y a des réflexions effectivement que vous avez avancées qui font écho aux nôtres par rapport justement à l'usage des salles, des breakout rooms qu'on appelle sur Zoom, et des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile de transposer des activités qui sont proposées notamment dans l'atelier au format en ligne. Et alors justement, est-ce que là-dessus, vous n'auriez pas quelques conseils justement sur comment essayer de dupliquer ce qu'on pouvait faire sur place au format virtuel? C'est vrai que le principe de l'atelier, c'est vraiment de faire des travaux de groupe. Donc, effectivement, quand on se retrouve comme ça à distance, c'est plus compliqué. Le format de la salle, c'est quand même, enfin les petites salles, c'est quand même les plus faciles. J'ai envie de dire surtout dans les niveaux à partir de A2. C'est vrai qu'en niveau A1, les laisser tout seuls, c'est pas forcément évident dans les petites salles. Après, ça peut être en utilisant des outils collaboratifs, je parlais de Drive, etc., mais ça peut être soit en utilisant des outils collaboratifs comme des Padlet,
Donc, transposer le maximum en Padlet, en Kahoot. Moi, j'utilise beaucoup Booklab, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil qui permet de faire… on a à la fois des murs, à la fois des quiz, à la fois du Padlet. Donc, j'utilise beaucoup ça. Mais on ne retrouvera jamais, on est d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, là, ce soir, on pourrait faire un apéro convivial ensemble. C'est quand même pas aussi convivial, hein, on est bien d'accord. Vous voyez, moi, mon fils, il y a 2 minutes, m'a apporté une petite crêpe. Je peux vous la partager, mais on est d'accord qu'elle sera meilleure pour moi, quoi. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la crise et malheureusement la situation fait que oui, le travail en groupe comme ça à distance a des limites. Enfin voilà, et on le sait bien. Donc j'ai pas de… Il faudrait que vous… Enfin, on essaye dans les guides pédagogiques, surtout dans le B2, parce que en fait, le 1 à 2, on n'était pas dans la crise. D'accord ? Donc, on n'a pas anticipé sur la crise. Hein. D'ailleurs, on n'aurait pas eu envie d'anticiper. En revanche, sur le B1 et B2, et surtout sur le B2, à chaque fois, on a développé, en fait, et donc maintenant, on le fait pour d'autres méthodes là, que je suis en train de créer, où on développe systématiquement et si vous êtes à distance, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, on fait des propositions. Et donc, pour le B2, c'est clair, il y aura des propositions qui sont faites systématiquement. Alors, pas sur toutes les activités, mais la majeure partie des activités pour pouvoir faire des choses à distance. C'est vrai que là, typiquement, les spaghettis et les marshmallows à distance, je suis désolée, je n'ai pas de pouvoir magique. Non, absolument, mais c'est très bien, effectivement. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien, l'utilisation des plateformes que vous avez mentionnées, Kahoot, on fait beaucoup de Kahoot, on utilise Padlet ou des alternatives similaires, des documents partagés sur Google Drive qui facilitent en tout cas la collaboration aussi bien sur la production écrite que sur d'autres domaines d'ailleurs. Et on va justement mettre en place pour la première fois, c'est notre première session de B2 qu'on va utiliser justement avec l'atelier B2. Donc, on espère aussi vous faire des retours à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que vous avez proposé est-ce que vous proposez justement des formules de mise en route pour les professeurs qui souhaitent justement commencer avec l'atelier B2? De mise en route, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez Oui, par là? c'est-à-dire d'accompagnement, c'est-à-dire est-ce que une sorte de, alors pas de guide pédagogique, mais plutôt un accompagnement justement pour les centres qui justement ont décidé de commencer à mettre en place l'atelier B2. Est-ce que vous proposez, je ne sais pas, des formations? Là, je renvoie la question à Martin et Martin se connecte et va nous faire bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci Stanislas de ta question. Effectivement, quand il y a des adoptions comme ça, un peu au cas par cas, on peut vous accompagner avec plaisir, faire des petites sessions de formation qui ne se font pas avec les auteurs cette fois-ci parce que c'est vrai qu'on les sollicite déjà beaucoup. D'ailleurs, l'occasion pour moi de remercier Marie-Noël. Et c'est vrai que sur des webinaires à plus grande envergure comme c'est le cas aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir compter de compter sur nos auteurs, même s'ils ne sont pas tous autant disponibles que Marie-Noël. Mais par contre, effectivement, au cas par cas, on est très content aussi d'être en contact avec vous, différents directeurs, coordinateurs d'Alliance, pour proposer, bien sûr, des sessions de prise en main. Je répondais tout à l'heure à Rachel en ce sens. Et donc, on peut organiser avec plaisir une petite session de formation, mini-formation, prise en main, mélange de prise en main vraiment de la méthode avec aussi un peu explication pédagogique. Ce sera avec plaisir. On peut l'organiser en lien avec nos différents distributeurs avec qui on travaille. D'ailleurs, j'ai remis dans la liste des distributeurs. Super. Au niveau, pour Stanislas, pour aller un petit peu plus loin dans la question que vous m'avez posée tout à l'heure, au niveau B1, B2, ce qui est quand même intéressant, c'est de faire énormément de classes inversées. C'est-à-dire que moi, avec les B2, là, le temps que j'ai avec eux en présentiel est devenu du temps précieux. Et donc, on passe beaucoup plus, enfin, ils passent beaucoup plus de temps à préparer leurs articles en amont et leurs documents, etc. en amont pour laisser un temps de groupe vraiment privilégié. Et ça, je pense que vous pouvez le faire aussi via Zoom, etc., les temps de groupe privilégiés. Et du coup, renforcer davantage le côté classe inversée,
où ils ont vraiment un travail important à faire pour pouvoir justement rentrer plus dans la dynamique de groupe tout de suite et donc être plus actifs. Absolument. Super. Merci Marie-Noëlle. Et aussi peut-être juste pour compléter, on a aussi sur le site de didierfleu.com toute une série de webinaires et on retrouve notamment des capsules vidéo qu'on a proposées avec Marie-Noëlle, une dizaine d'épisodes, 10 épisodes, c'est des petites vidéos, des capsules de 3 minutes. Ça, on le retrouve sur le site de Didier. Je ne sais pas si Marie-Noëlle, tout à l'heure, tu en as déjà parlé ou... Non, j'en ai pas parlé, mais non, j'en ai Ok, pas d'accord. parlé. Voilà, ouais. Donc il y a aussi ces webinaires et ces capsules vidéo qui sont directement disponibles à partir du site, de notre nouveau site didierfleu.com, même si ce n'est pas spécifiquement sur le niveau B2, pour aller encore un peu plus loin autour de l'atelier, de la méthode l'atelier. Ouais, c'est des vidéos qui parlent par exemple de la médiation ou de tout simplement comment aborder le lexique avec des Legos, des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut donner des petites pistes. Exactement, ouais, des vidéos très stupides courtes, à mais faire. très ludiques, très dynamiques. Donc c'est vrai que ça vaut le coup d'aller voir. Je vous mettrai le lien dans le chat. Merci beaucoup. Il est déjà l'heure et du coup, je vous invite à, Martin, si tu veux remettre peut-être ton email Ouais. dans le chat pour que les gens puissent rester en contact avec toi, puisque tu représentes les éditions Didier pour l'Amérique du Nord. Et puis, il me reste donc à vous inviter à poser peut-être une ou deux dernières questions et puis on va laisser Marie-Noëlle aller manger ses crêpes. En Bretagne, on mange des crêpes tous les vendredis, mais tu n'es pas en Bretagne pourtant, Marie-Noëlle? Non, mais je trouvais que comme j'allais pas cuisiner, c'était simple à faire. Ok. C'est une bonne stratégie. Voilà, vous avez le contact de Non, Martin pardon. dans le chat. Et puis, bien sûr, cette vidéo sera disponible en replay également si vous voulez la partager avec vos collègues sur la chaîne YouTube de la Coordination nationale des alliances américaines. Voilà, donc je vais donc vous souhaiter à tous un très, très bon week-end. Et puis, merci encore à Marie-Noëlle, à Martin et aux éditions Didier d'accompagner le réseau Amérique du Nord Caraïbes dans ce programme de formation continue. Et bon courage à tous pour la coopération et la collaboration, que ce soit en présentiel ou en ligne. Marguerite, c'est nous qui te remercions et qui remercions aussi tout le réseau des alliances. Et puis encore une nouvelle fois, merci à toi, Marie-Noëlle. Je sais qu'en ce moment, on te sollicite beaucoup et à chaque fois, tu réponds avec beaucoup d'envie et de dynamisme. Et donc, ça nous fait énormément plaisir. Merci à toutes et à tous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Merci à l'Alliance, au réseau. Merci à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.